Et on accueille tout de suite Gilles Vidal, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez vous pour nous faire découvrir votre bébé. Vous êtes le directeur du design de Renault et donc cette scénic vision. Déjà peut-être le principe général qui vous a animé pour imaginer, pour créer cette voiture. Alors cette voiture a plein de messages différents en fait. Sur l'extérieur, une preview, si je puis dire, de la future scénic de production. Et l'intérieur, lui, se projette dans un futur plus lointain. On imagine un cockpit comme ça en 2028, plus ou moins. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce véhicule. Mais l'axe qui nous a guidés, c'est tout ce qui est développement durable, que ce soit au niveau des matériaux, de la conception, de l'inclusion. Et c'est ce qui a vraiment nourri ce qui est la source de ce projet. Ouais. Claire Mertinet nous a donné quelques chiffres tout à l'heure qui sont assez impressionnants sur la recyclabilité. Donc on dit ces chiffres, super, tout le monde est content, sauf que c'était un sacré défi pour les atteindre, j'imagine. C'est un sacré défi parce que faut imaginer quand on fait un petit effort sur un matériau, sur quelques pièces, c'est une portion infime d'une automobile finalement. Et donc pour arriver à des chiffres spectaculaires justement, pour arriver à peser dans l'effort sustainable, dans l'effort de développement durable, il faut accumuler tout un tas d'idées, les additionner pour commencer à faire la différence. Donc on a creusé toutes les pistes imaginables, que ce soit sur les techniques de peinture, les processus, la manière de recycler le matériau, la logistique des pièces, pour réduire l'impact environnemental de la logistique même des pièces. Donc il faut jouer sur tous les tableaux pour qu'au final on ait une action qui ressemble à quelque chose en quelque sorte. Claire Martinet, je vous redonne le micro parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais pourquoi c'est important qu'il y ait un... Ma question, elle est basique, elle va vous sembler peut-être un peu ridicule, mais pour vous, pour porter les enjeux du développement durable, qui est comme ça un objet, une voiture, qu'on puisse la rentrer dedans, la toucher, se dire tiens, vous allez nous le faire visiter, un tel matériau, il est comme ci, il est comme ça. À quel point ça porte vos arguments ? Alors, vraiment, au-delà du fait du symbole, en fait, de l'icône que ça peut représenter, de faire un objet, en fait, dans la gouvernance, le management d'une entreprise automobile, le fait de faire un véhicule de cette manière, ça tire, en fait, ça tire le ça reste de entraîne les l'entreprise. équipes, quoi, Avec Gilles aux avant-postes qui, avec ses équipes, sont extrêmement innovantes, vont chercher des startups, vont chercher des petites entreprises de la filière ou de l'écosystème, soit de l'économie circulaire, soit de la décarbonation ou de l'hydrogène, pour aller trouver des innovations qui sont qu'on ne peut pas encore mettre à l'échelle, mais qui, par contre, peuvent vraiment s'incarner dans un véhicule. En fait, ça montre que c'est possible, c'est comme une espèce de démonstration, et qu'à terme, on pourra le faire. Donc, en fait, c'est comme un projet pilote qui, derrière, pousse et tire l'ensemble de la gamme Renault. Et d'ailleurs, les objectifs qu'on a là, les chiffres qu'on a là de recyclabilité, de recycler, se transforment en objectifs pour les véhicules Renault dans les années à venir. Ouais. Voilà. Bon, allez, on commence la visite. Vous pouvez reprendre le micro. Gilles, peut-être pour commencer avec cet habitacle-là, en quoi il est inédit, c'est quoi le concentré d'innovation là, que vous nous proposez ? Alors il se passe plein de choses dans cet habitacle. Alors, si on parle d'ergonomie déjà, on imagine volontiers qu'en 2028, il y ait de plus en plus de fonctions, de plus en plus d'équipements, et il faut travailler à des interfaces qui rendent l'approche, l'utilisation plus aisée, plus facile, plus intuitive. Parce qu'on veut garder l'attention du conducteur sur la route et pas forcément dans les écrans. Et donc l'effort qu'on imagine devoir faire à cet horizon-là pour faciliter l'attention, ne pas perturber, détourner l'attention du conducteur. Alors on peut imaginer aussi que certaines fonctions autonomes permettent aussi d'alléger cette charge-là, mais voilà, il y a un effort déjà sur l'interface homme-véhicule et la manière de piloter tout ça, y compris dans les fonctions d'infotainment ou des choses comme ça. Après, le côté transparent là, de ce poste de conduite, c'est un peu une métaphore, une image qui dit aujourd'hui, quand on essaie de cacher un maximum de choses, ça veut dire qu'on crée des pièces pour les camoufler, pour faire des pièces d'esthétique. Et ça a un coût, ça a un poids environnemental. Est-ce qu'on ne peut pas réduire ça, accepter de voir la technique et de moins la camoufler, et là où il y a deux pièces aujourd'hui, peut-être il n'y en aurait plus qu'une demain. Donc c'est un peu une métaphore qui raconte un peu cet effort, cette réflexion de simplification et d'assumer de voir des choses réputées pas jolies, mais qu'on peut rendre jolies, plutôt que de les cacher avec une deuxième pièce. Voilà. L'aspect techno, c'est pas de la techno pour de la techno, c'est de la techno qui permet d'atteindre les objectifs dont on parlait ? Alors tout à fait, la technologie elle est au service d'une intention, elle est au service de réussir quelque chose qui est de l'ordre du progrès.
Donc il y a une démarche esthétique évidemment dans un Bien objet sûr. comme ça, une démarche Bien sûr. design, mais le design c'est plus que l'esthétique, c'est le sens du progrès en fait. Donc si on observe la couleur qu'on voit par exemple dans l'habitacle, là partout, c'est pas de la couleur, c'est de la diffraction de la lumière, c'est pas du pigment. Quand on parle de pigment par exemple, mais il y a toute une chimie, il y a toute une filière qui fabrique du pigment, qui elle-même consomme de l'énergie, qui elle-même est polluante. Et on s'est dit, on va essayer d'activer la couleur sur ce véhicule en n'utilisant aucune technologie ou technique polluante ou qui utilise une chimie particulière. Donc là, c'est de la diffraction de la lumière, c'est gratuit entre guillemets, c'est de la diffraction de la lumière. Et puis ensuite, il y a les écrans dans lesquels on peut avoir des couleurs sans que ce soit de la matière quelque part, et la lumière d'ambiance. Donc voilà 3 manières de faire de la couleur qui ne va pas chercher une chimie et une pollution qui va avec, par exemple. Claire Martinet, petite question sur la masse d'innovation que suppose cette Renaulution dont vous parlez. Je ne sais pas, c'est pas une colle, hein, mais le nombre de brevets qui peuvent être déposés par Renault pour faire évoluer les voitures, pour réussir cette bascule dont on parle. Oui, alors en fait, on a des budgets assez conséquents, notamment Ouais. sur la R&D liée à l'électrification du véhicule, hein. Et d'ailleurs, là, on a un projet très très innovant qui prépare l'électrification d'après, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer pour un véhicule particulier une électrification couplée à de l'hydrogène, alors qu'aujourd'hui ce pari, par exemple, il n'est pris que sur les véhicules utilitaires. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'on imagine pour après 2030, si le pari de l'hydrogène pour l'utilitaire prend et que le territoire est assez maillé pour accueillir un véhicule électrique et hydrogène pour un particulier. Et puis, il y a une autre série de grandes innovations qui sont liées à la connectivité du véhicule, à son intelligence embarquée et qui sert bien des dessins, dont celui de la sécurité et de la préservation, de la protection de la vie des passagers à bord du véhicule. Et dont Ça, on en avait parlé ensemble. Oui, tout à Pardon, fait. de vous attendre quand vous étiez venu sur le plateau de Smart Impact. Effectivement, cette notion de sécurité embarquée. L'idée, c'est quoi? On parle souvent de charge mentale, mais c'est un peu d'alléger la charge mentale du conducteur. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Alors, l'idée, c'est une approche très pragmatique. Alors, bien sûr, on se soucie du confort, on se soucie de la qualité de conduite et de la qualité de l'expérience à bord, hein. On ne va pas bombarder le conducteur et ses passagers d'alarmes anxiogènes dans tous les sens. L'idée, c'est vraiment d'être très pragmatique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé l'arbre des causes, en fait, le Pareto des causes de la mortalité sur les routes en Europe. En fait, on ne meurt pas des mêmes causes en Europe qu'en Inde ou en Amérique latine ou en Afrique du Nord ou du Sud par ailleurs. Donc en Europe, il y a 3 grandes causes de mortalité. La première, c'est la vitesse excessive ou inadaptée. La deuxième, c'est la distraction. Donc les enfants à l'arrière, le téléphone. Et la dernière, c'est la consommation de substances. Et en fait, ce qu'on appelle le safety coach, donc un coach de sécurité embarqué qui équipe nos véhicules, a pour vocation d'adresser, en fait, de faire face à chacune de ces causes et de diminuer de jusqu'à 70% le nombre d'accidents à bord d'un véhicule Renault à terme, 2030 à peu près, parce qu'il faut un certain temps pour que tous ces équipements pénètrent le marché et que assez de véhicules soient équipés pour qu'on ait vraiment les effets. Mais c'est cet horizon-là. Voilà. Et que nous, on s'y habitue aussi. Gilles Vidal, ça passe aussi par la commande vocale. Est-ce qu'il y a cette dimension-là dans Alors oui, dans bien le sûr, Conic Vision? la commande vocale, ça permet de garder l'attention sur la C'est route ça. et d'utiliser un autre canal, disons, pour communiquer avec la voiture. Alors, la commande vocale, ça existe depuis très longtemps dans les voitures. C'était perfectible jusque-là. Une commande vocale qui fonctionne bien, c'est un algorithme de reconnaissance vocale au meilleur niveau. C'est aussi un microphone, comme cela, Oui. de très bonne qualité. Peut-être un peu moins gros que celui-là, Un peu plus compact un peu peut-être. plus miniaturisé, ouais. Mais en tout cas, de très bonne qualité, parce que Ouais. ça fait la différence également. Et à partir de là, ça devient un mode d'interface excellent, parce qu'on n'a plus besoin de détourner l'attention, plus besoin d'aller cibler quelque chose avec son doigt en le regardant. Donc c'est assez complémentaire, c'est-à-dire que moi je reste persuadé qu'on a besoin d'un certain niveau de multimodalité, donc des écrans tactiles, mais aussi du vocal, et aussi peut-être des commandes au volant, qui parfois sont redondants, feront la même chose, mais selon le contexte dans lequel on se trouve, on va utiliser plutôt l'un ou plutôt l'autre, et intuitivement s'adapter à la situation. Alors si on parle des matériaux maintenant, vous nous l'avez dit tout à l'heure, il y a déjà 70% de matière recyclée, hein, c'est ça si j'ai bien entendu. Elle est où par exemple Alors, tout à fait. le baquet là, Alors, le tous les fauteuil sièges là sont en polyester. Alors, il y a du recyclé et il y a la capacité à recycler aussi. Oui, Euh, la recyclabilité. La recyclabilité. Ouais. Donc, il faut dans la conception rendre la recyclabilité
aisée, la facilité, parce Ouais. que le recyclage se fera quand ce sera un business rentable pour quelqu'un, ou bien il y a des aides pour le faire. Mhm. Mais si les gens perdent de l'argent à recycler des choses, Personne ne le fera, ça on est bien arrivera d'accord. En tout cas, ça mettra plus de temps. ça mettra plus de temps. Et donc, à nous de jouer, à nous Ouais. de rendre la chose aisée et rentable pour quelqu'un. Mhm. Donc, ces sièges, par exemple, si on regarde les textiles, Mhm. les fils de couture et la mousse qui est en dessous, tout ça est en polyester. Et donc, au lieu d'avoir à démonter tout un tas de matériaux de nature différentes, on peut prendre tout ça dans la même benne et on peut le recycler facilement. Donc, déjà, on n'a pas perdu 3 jours à Bien démonter sûr. tous les Bien éléments sûr. et donc c'est beaucoup plus rapide et Mhm. possiblement rentable pour quelqu'un. Alors après, on voit que tout est blanc cassé, gris clair. Mhm. L'idée, c'est que là aussi, on n'est pas teinté. C'est la fibre naturelle qui est recyclée déjà une première fois. C'est la fibre naturelle et on assume sa couleur. Donc on accepte en tant que créatif finalement un rendu naturel où on intervient peu en termes d'intention de couleur, d'intention de tissage par exemple. Et c'est simplement la mise en forme qu'on donne, la forme qu'on donne aux objets qui fait le design quelque part. Et on accepte de se séparer d'une certaine part de l'esthétique au profit d'une démarche très environnementale justement. Le sol, là, le Alors, plancher, le sol, qu'est-ce qu'il y a de alors particulier? c'est pareil, là c'est des bouteilles de lait recyclées et puis de la tuyauterie industrielle recyclée, les parties noires. Et donc c'est déjà pas mal d'arriver à faire 100% de cette pièce en recyclé intégralement. Et pourquoi c'est des coupes très graphiques, au-delà du fait que ces graphismes sont assez marrants, assez Ouais. vibrants, c'est qu'on s'est dit, une grosse pièce comme ça qui est faite chez un fournisseur, si elle fait cette taille-là vraiment, la transporter dans des camions, ça fait une logistique un petit peu complexe. Donc on a coupé ça en tout petits morceaux. On peut les livrer dans des boîtes à chaussures et on peut imaginer que dans notre usine, un petit robot s'empare de tous les éléments, compose un sol différent dans chaque voiture. Donc on peut avoir une voiture unique. Ouais. Mais la logistique du sol, là, entre le fournisseur qui fabrique ses plaques quelque part et nous, dans le même camion, on met 4 fois plus d'éléments, par exemple. Donc voilà, on va jusque dans la réflexion qui facilite la logistique. Voilà un exemple parfait de ce sujet-là. Claire Martinet, lesquelles de ces innovations, on ne peut pas faire tout le tour, on en cite déjà quelques-unes, sont déjà à l'œuvre dans d'autres modèles ou je peux poser la question différemment, combien de temps ça va prendre pour les diffuser dans le plus de modèles possible de la marque Renault ou même des marques du groupe Renault? Oui, alors le secteur automobile se transforme vite, mais le temps de développement d'un modèle est un temps plutôt long. Ouais. Donc là, tous les objectifs qu'on a là, donc là les chiffres, donc on a 70% de matière recyclée par exemple. Aujourd'hui, en moyenne, un véhicule sur le marché, il est composé entre 20 et 25% de matière recyclée. Donc petit à petit, dans les années qui viennent, on va étendre et pousser cet objectif. On aura bientôt un objectif sur les plastiques recyclés. Aujourd'hui, on a un objectif global de matière recyclée qui est de 33% à horizon 2030 dans l'ensemble des véhicules du groupe Renault Monde et qu'on va pousser davantage, notamment avec l'aide de Future is Neutral, qui est notre nouvelle entité dédiée à l'économie circulaire et qui va nous fournir en boucle courte, c'est-à-dire de la voiture vers la voiture. C'est ça qui est très intéressant, parce que matière recyclée, vous pouvez le prendre d'autres industries. Par exemple, ici, et c'est tout à fait vertueux, il y a le carbone qui est pris de l'industrie aéronautique. Nous, ce qu'on va essayer de développer en plus, c'est des boucles courtes, c'est-à-dire de la voiture vers la voiture. Donc, les câblages de cuivre d'une voiture électrique en fin de vie, on pourra les récupérer et ça pourra constituer le cuivre de câble d'un véhicule électrique neuf. Pareil pour les platinoïdes, pareil pour l'acier et pareil pour l'aluminium, qui sont des grandes matières dans lesquelles on va investir en matière de boucles courtes. Mais ça veut dire que ces filières d'économie circulaire, elles existaient parfois, elles étaient un peu balbutiantes. C'est quoi la logique qui consiste à les réintégrer ou à les booster à ce point? Oui, alors bien entendu, il y a un faisceau réglementaire qui est là et qui est annoncé de longue date. Nous, en fait, chez Renault, on a c'est quelque chose dans lequel on investit depuis 2005. En fait, l'entité qu'on a créée récemment, elle se bâtit sur des filiales qui sont les nôtres depuis 2005. Donc ça fait plus de 17... Qu'est-ce que je raconte, 17 ans 17 ans. Oui, 17 ans. Ouais. 17 Presque ans la majorité. qu'on investit. Non, mais j'ai 17 ans qu'on investit dans l'économie circulaire et qu'on a développé ces filières en France, mais aussi en Europe. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des centres de collecte, par exemple, qui collectent les véhicules en fin de vie. On en a près de 380 avec une filiale qui s'appelle Indra. Donc ça, c'est une manne de véhicules en fin de vie extrêmement importante pour qu'on puisse les démanteler dans les processus que racontait Gilles tout à l'heure, pour les démanteler, récupérer les pièces et les
recyclés. On a aussi une filiale qui est habituée à recycler la matière, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la platinoïde, le cuivre, le plastique, l'acier, l'aluminium. Et donc tout ça est une manne pour nous pour nourrir et abonder nos pourcentages de recyclés dans nos véhicules. Ouais. Gilles Vidal, est-ce que ça veut dire qu'il y a des... on va parler de contraintes, est-ce qu'il y a des matériaux interdits? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire oui. quand vous rentrez dans l'éco-design d'un nouveau modèle, en disant finalement je ne peux plus utiliser ça, quoi. Alors oui, on s'aperçoit que parfois il y a des matériaux sur lesquels on ne se pose pas trop de questions et où on se dit finalement c'est une filière tout à fait classique, c'est un matériau où on va chercher la matière première systématiquement, on la processe et on en fait une pièce. Donc ça on essaie de l'éviter, on essaie de se l'interdire, on essaie de trouver l'alternative qui va représenter un progrès en termes de, encore une fois, utilisation de ressources ou d'énergie en fait, pour progresser, pour améliorer le sujet. Donc on élimine des options qui seraient faciles. Il y a peut-être un exemple en tête, je ne sais pas. Déjà, injecter un plastique par exemple. Ouais. Tous les plastiques classiques connus, on essaie de les charger de particules recyclées le plus possible. Injecter un plastique, le recycler à l'infini, ça a une limite et on altère les propriétés mécaniques de la matière au fur et à mesure qu'on le recycle, au fil des boucles. Aujourd'hui, la limite de la tenue structurelle, c'est de rajouter jusqu'à 20-25% grand maximum d'éléments recyclés dans un plastique neuf, entre guillemets, un sourcing neuf, si je peux le dire comme ça. Mais là, on essaie en tout cas d'activer au moins ça, c'est-à-dire le maximum que l'on sait faire et maîtriser aujourd'hui. Alors les matériaux interdits, en fait, il n'y en a pas tant que ça finalement, parce qu'on parlait du carbone tout à l'heure. Les pièces extérieures de passage de roues et de bas de caisse sont en carbone recyclé issu de l'aéronautique. Évidemment, mettre en œuvre du carbone neuf, c'est des résines complexes, c'est une filière assez polluante, mais très efficace en termes de performance. Recycler des pièces qui existent déjà dans un processus, il y a des acteurs déjà sur le sujet d'ailleurs, c'est un processus très peu polluant, très peu consommateur d'énergie, et tout d'un coup ça devient excellent. Et l'industrie aéronautique produit plusieurs dizaines de tonnes de carbone à recycler tous les ans, ça commence à faire quelques pièces de plastique. Donc une matière qui serait interdite à la base, quand on la recycle, devient excellente. Il nous reste une minute, c'est passé trop vite. Est-ce qu'il y a une innovation qu'on a oubliée, dont il faut absolument parler? Parce qu'on a pas mal fait le tour quand même. Alors, on a pas mal fait le tour. On peut parler de la peinture extérieure. La première fois qu'on a présenté ce véhicule, il était noir. Okay. Il était noir parce qu'on essayait de trouver une manière de faire en sorte que la peinture soit moins polluante d'une manière ou d'une autre. Alors la peinture noire, on avait trouvé le pigment dans la décarbonation de l'atmosphère. Donc quand on fait de la captation de carbone dans l'air, on produit une espèce de poudre noire dont on s'est servi comme pigment pour faire la peinture noire. Donc encore une fois, plutôt que d'aller fabriquer des pigments avec tout un processus industriel, on a capté une matière qui par ailleurs dépollue quelque chose. Puis on s'est dit, on va essayer peut-être de changer la couleur pour aussi découvrir ce véhicule un peu autrement en termes d'esthétique. Et on s'est dit, mais on ne peut pas revenir sur une peinture classique à l'ancienne, si je puis dire. Enfin, l'ancienne. Un peu l'actualité quand même d'aujourd'hui, traditionnelle, c'est un meilleur terme. Et là, on a trouvé une peinture qui fait que le processus en usine consomme 75% d'énergie de moins que n'importe quelle teinte d'aujourd'hui que vous voyez autour de nous. Donc un axe un peu différent de la première, mais qui est super intéressant. Et voilà, ça valait le coup de parler de la peinture. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'était passionnant de découvrir donc, cette scénique vision qui porte, qui incarne, qui concentre les objectifs de décarbonation et de développement durable du groupe Renault. Évidemment, notre antenne spéciale mondiale de l'auto continue sur Bismart. Salut.